Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va encore parler d'un refroidissement. Il s'agit donc d'un Ventirad de chez Deepcool, le AK400 en version digitale. Qu'est-ce qu'il a de plus? Et bien simplement ça reste un AK400 classique de chez Deepcool, mais vous allez avoir un écran qui va pouvoir vous indiquer la température de votre processeur. On va pouvoir retrouver directement sur le top donc du Ventirad. Chose qui est quand même assez sympathique je trouve, quand aujourd'hui on est quand même dans une certaine époque où tous les water cooling ou les trois quarts des water cooling on essaie de mettre un écran ou des effets vides, des effets miroirs en fait à NZXT ou autre. Bah clairement je trouve ça en fait assez sympathique d'avoir cette features là. À l'heure actuelle Deepcool a développé la gamme digital sur beaucoup en fait de leurs produits. Vous allez avoir différents boîtiers aussi qui vont posséder cet écran là, différents autres produits, et ça c'est quand même assez sympathique. Mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est de savoir est-ce qu'il est performant, est-ce que ça vaut le coup en fait de partir dessus. C'est un Ventirad à l'heure actuelle avec cette feature qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des 50 à 60 € en fonction des sites marchands. Son petit frère qui lui n'a pas l'écran, on va plutôt le retrouver entre 40 et 50 € bien évidemment aussi. Donc c'est vrai qu'on va avoir une dizaine d'euros d'écart entre les deux. Bon, pour 10 € pour avoir l'aspect esthétique, je vous dis tout de suite, au vu de ce que ça rend, moi je le prends quand même clairement. Mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on va essayer de tester et on va voir en fait de quoi il est capable. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous présente en fait ce type de produit, et n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, c'est fait pour vous. À mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on va attaquer directement avec l'unboxing du AK400 digital. En termes d'unboxing, ça va vraiment être très simple finalement, il n'y a pas grand chose en fait dessus. Vous ouvrez, vous avez directement donc le packaging de tout ce qui est fixation dessus. Après on va avoir donc la petite notice juste à côté. Hop, on va juste enlever la mousse de protection qu'il y a au dessus, voilà, et on va avoir donc notre beau Ventirad qui va être présent. Je pense que certains l'auront vu, mais je viens tout simplement d'enlever en même temps le cache parce que du coup il y a de la pâte thermique de près appliquée dessus et du coup ça s'est mis sur la table. Voilà, donc ça c'est sympa et c'est les packaging que l'on adore en fait à ce moment-là. Hop, donc je vais le poser juste à côté et après c'est tout. Donc on n'a plus rien d'autre. Physiquement parlant, comme vous pouvez le voir en fait juste ici, vous allez avoir le ventilateur de 120 mm. On va avoir le cache qui est ici avec donc l'écran qui va être uniquement au centre. Je tiens à préciser que c'est pas toute la partie de l'écran et toute la partie du Ventirad lui qui est en fait en écran. Vous avez juste un écran au centre à ce moment là. En termes de connexion et de câblage que vous allez avoir aussi en dessous, donc on va bien évidemment retrouver donc le câblage du ventilateur en lui-même, donc en PWM classique, et à côté on va pouvoir retrouver donc une prise ARGB mâle et une prise ARGB femelle. Donc ça c'est pas mal pour la partie raccordement et pour la bande LED RGB qu'on va avoir. Et ici vous allez avoir donc un connecteur USB interne. Donc attention à bien faire attention justement ce que du coup votre carte mère possède et que vous ayez assez d'USB en interne en termes de connexion pour pouvoir le brancher. Sinon les informations au niveau de la partie température ne s'afficheront pas. Je tiens quand même à préciser que c'est pas une sonde spécifiquement positionnée sur du coup le Ventirad qui permet d'afficher la température, mais que là vous avez une gestion logiciel qui est très simple et très léger. Donc ça c'est quand même assez sympathique. On n'est pas sur une grosse surcouche en fait à ce moment-là, qui en termes de calibrage il est vraiment pas compliqué, c'est vraiment presque du plug and play et franchement ça c'est quand même assez agréable, mais qui vous permettra de pouvoir afficher la température des différents composants en fait de votre PC, en tout cas ceux qui sont en fait à l'heure actuelle trouvés du coup par le logiciel. Ce que je vais trouver moi justement dommage, et ça va être le premier point négatif que je vais pouvoir retrouver à ce Ventirad, c'est que même si on a une gestion logicielle, ça aurait peut-être été bien d'avoir carrément une possibilité d'avoir une sonde physique sur en fait le Ventirad qui permettrait de pouvoir en fait avoir la température. C'est bête à dire, mais en gros quand on utilise cette sonde là et qu'on va utiliser cette connectique ici avec la gestion logicielle, c'est simplement que le Ventirad et la partie logicielle va utiliser les sondes qui sont présentes dans la carte mère et les données de la carte mère. Ça aurait été bien d'avoir peut-être une deuxième donnée pour pouvoir en fait à ce moment-là les comparer et savoir si réellement en fait c'est bon ou pas et si les températures sont les mêmes en fait avec le relevé de la carte mère et avec le relevé du Ventirad. Voilà, c'est qu'un petit détail technique, rien de plus. Pour le packaging de fixation, vous avez un kit supplémentaire pour pouvoir ajouter un ventilateur, ça c'est pas
mal, ça vous permettrait d'avoir une seule tour mais d'avoir deux ventilateurs et de pouvoir l'équilibrer en fait d'un point de vue puissance mais surtout en fait aussi d'un point de vue esthétique. Vous avez la backplate arrière avec déjà donc les plots demi pour Intel à ce moment-là. Ici vous avez donc la plaque de fixation à ce moment-là après pour pouvoir fixer le ventirad sur ce cadre directement, c'est-à-dire qu'on va venir poser le cadre en fait de dessus. Donc la partie ici est en dessous, le cadre lui est au-dessus avec les plots qui vont eux se mettre donc sur chacun des plots ici pour en fait donner donc de la hauteur et correspondre en fait à la hauteur au niveau de la carte mère et du processeur, et à ce moment-là visser, et après le ventirad on viendra le visser directement dessus, donc hop, comme ceci. Donc système de fixation quand même très simple, ça rappelle du coup les systèmes de fixation qu'on va avoir avec Be Quiet, avec Noctua, avec du Synth, etc. Donc clairement ça reste en fait un système de fixation, c'est-à-dire le plus basique possible. D'un point de vue notice, en soi la notice reste quand même bien faite, ça reste une notice classique hein, de ventirad, donc ça en fait il n'y a pas grand chose en fait à dire, ça reste pour moi ok. Et donc là on a fini avec l'aspect unboxing. Moi ce que je vais vous proposer c'est qu'on va directement passer à l'aspect plus donc logiciel, comme ça je vous montre comment est utilisée la partie logicielle qui est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose en fait dessus, ça va être assez rapide, et après on va attaquer avec l'aspect résultat. Donc pour vous ça s'enchaînera directement, pour moi il y aura à peu près je pense en fait une semaine et demie de délai entre la partie donc résultat et la partie test et la partie d'aujourd'hui où je vous présente donc l'unboxing et le AK400 digital, pour pouvoir du coup moi me laisser le temps en fait de faire les tests directement. Et puis du coup je vous dis tout simplement à tout de suite pour la partie logicielle. C'est parti. Et donc là on va directement attaquer avec la partie donc software. Donc on se retrouve directement sur la page de Deepcool pour en fait la partie téléchargement du logiciel. Donc vous avez aussi toute la présentation du ventirad, c'est quand même assez sympathique, franchement la présentation est quand même bien faite. Ça c'est un truc à noter, mais bon c'est pas au niveau du produit. Et quand on descend tout en bas, vous avez donc ici la partie de téléchargement pour donc le fichier zip pour la partie logicielle du Deepcool AK400. Une fois que c'est téléchargé, on va simplement venir le décompresser. Et donc là, une fois que c'est téléchargé, on va tout simplement ouvrir notre dossier d'archives. On va venir faire l'extraction directement donc du fichier. Hop. Et vous avez donc le logiciel Deepcool Digital qui apparaît juste ici. Ce que l'on fait, c'est qu'on vient donc tout simplement l'exécuter. On va pouvoir baisser les deux fenêtres tranquillement. Ici, donc, il vous pose la question de savoir si c'est uniquement pour votre utilisateur ou autre. Donc après, en fait, on fait suivant. Moi, c'est juste pour moi. Installer, et il s'installe tout seul. Il n'y a pas d'autres logiciels à embarquer, etc. en fait à l'intérieur. On est vraiment sur quelque chose de très simple. Une fois que c'est fait, donc là, je clique sur fermer et je vais tout simplement le réouvrir. Là, il me demande si je veux le réouvrir directement. Hop. Et à l'ouverture, là maintenant, comme vous pouvez le voir apparaître, on a directement donc la température qui s'est initialisée. Là, à l'heure actuelle, on voit directement donc les 53 degrés du processeur qui sont en cours. Et quand on vient ici sur la partie logicielle, donc en bas à droite, parce que du coup on n'a pas de fenêtre rien, vous avez ici la partie device, donc il reconnaît en fait le matériel. Donc là on est bien sur la AK400 en fait digital. Le display switch, donc ça c'est en fait savoir simplement du coup si vous souhaitez avoir donc la température ou l'utilisation, ou simplement en fait que ça soit l'un soit l'autre de façon en fait aléatoire et variable. Ici vous avez donc la température en fait si vous souhaitez l'avoir en degrés ou en Fahrenheit. Comme je viens de vous le montrer, c'est quand même très réactif, donc il y a quand même peu en fait de possibilités en fait, j'allais dire, de se tromper, et il y a très peu de latence, donc ça c'est quand même assez cool. Une fois que l'on a ça, après vous avez la partie support. Alarm clock, c'est savoir si vous voulez en fait avoir du coup la partie de l'heure, du coup, et si vous mettez en fait une alarme sur Windows par exemple, ou avoir sur la partie calendrier, ça peut tout simplement popper et ne plus vous mettre à température et mettre en fait un autre message à ce moment-là. Bon, ça c'est intéressant, mais pas non plus en fait énorme. Ici vous avez donc du coup toute la partie support avec les mises à jour du logiciel. La partie langage, si vous souhaitez changer la langue, donc par exemple nous le passer en français, donc là il se réinitialise, hop. Et de toute façon, vous le voyez aussi sur le ventirad directement. Et puis après, voilà quoi, si vous souhaitez redémarrer le logiciel ou si vous souhaitez le quitter. Une fois qu'on quitte le logiciel, hop, comme vous pouvez le voir, la température du coup reste quand même
d'accord, pendant quelques secondes et après ça part. Donc ne quittez pas le logiciel, ça sera toujours un logiciel qui restera en tâche de fond. Un petit inconvénient parce que du coup il n'y a pas de mémoire, j'allais dire, dans en fait le Ventirad en lui-même qui permettrait de garder le paramétrage. C'est dès le moment où le logiciel est parti, ben hop, on perd tout en fait d'un point de vue réglage. Après c'est commun à beaucoup de logiciels, notamment IQ ou autres, mais c'est vrai que ça peut être gênant pour certains en fonction de ce que vous souhaitez faire si vous ne souhaitez pas l'avoir en tâche de fond et du coup qui vous prennent des performances. Je tiens quand même à préciser que en jeu, allumé ou pas, j'ai pas vu de différence sur les 5 jeux en fait avec les FPS. Donc clairement, il est vraiment pas lourd. Voilà, c'est tout pour la partie logicielle. Et voilà, donc, comme vous avez pu le voir pour l'aspect logiciel, ça reste quand même très simple. Il n'y a pas réellement grand chose de compliqué. Le petit point négatif que j'allais dire, c'est voilà que quand on quitte le logiciel, ça coupe directement à l'aspect donc de température, parce que du coup, bah en fait, ça coupe tout simplement la relation qu'il a avec la sonde sur la carte mère. Donc du coup, il peut plus afficher correctement la température sur le Ventirad. Voilà, c'est juste ça. Après, le logiciel est tellement léger et tellement simple que physiquement parlant, il prend presque zéro performance en fait sur la machine. Donc clairement, on n'a pas à s'en faire pour ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur l'aspect résultat et test en termes de température et de performance que donne du coup le AK400 digital. À l'heure actuelle, en termes de test, je l'ai effectué comme d'habitude sur plusieurs processeurs et j'ai fait à peu près la même chose que du coup sur en fait le Thermalright Perlas Assassin 120 SE, du coup qui permet finalement de pouvoir un peu le comparer dans sa gamme, c'est-à-dire avoir un Ventirad une seule tour avec 4 à 6 caloducs et du coup un ventilateur uniquement. Sur ce Ventirad là, on peut mettre 2 ventilateurs. Dès qu'on va changer les ventilateurs, on va gagner en performance. Ça clairement en fait je vous le dis, le ventilateur qui est dessus est certes performant, mais si vous mettez des P12 Max en fait à côté, bah, c'est sûr qu'en fait on va y gagner. Après je trouve que c'est dénaturer le produit en lui-même, donc c'est pour ça que je vous le présente pas à l'heure actuelle dans cette vidéo là, parce que physiquement parlant, bah finalement rajouter 10 ou 20 ou 30 euros de ventilateur en plus sur un Ventirad qui coûte déjà en fait une soixantaine d'euros au maximum, clairement je trouve pas ça pertinent, parce qu'après on va passer directement sur des prix en fait des water cooling qui seront de qualité, notamment le fait que pourquoi aussi d'un point de vue et conclusion, on va le voir après en termes de performance prix, bah, malheureusement il va peut-être un petit peu moins bien se placer sur le marché, parce que bah du coup physiquement on va avoir d'autres matériels derrière qui sont sur le marché aussi, qui seront plus performants pour un prix en fait qui sera équivalent. Ça on le verra en fait avec la conclusion. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la partie test. Les tests du coup je les ai fait comme d'habitude, et puis je vous passe les résultats avec ma belle petite voix off, et puis on va passer après sur la partie conclusion. C'est parti. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on attaque directement avec donc les tests sur Cinebench R20 pendant 10 minutes avec une température ambiante de 24 degrés. C'est la température maximale relevée. À l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, je l'ai testé sur 4 processeurs. Sur ces 4 processeurs là, donc on a le 12400F, le 13100F, le 1700X et le 3600. Donc on reste sur des processeurs qui sont en entrée de gamme d'un point de vue performance. Donc ça reste ok. En termes de température, je l'ai comparé directement au Thermalright Assassin 120XR que j'ai pu vous présenter en fait dernièrement sur la chaîne. À l'heure actuelle, comme on peut le voir, donc le AK400 c'est le graphique en bleu, le Thermalright c'est le vert. En termes de température globale sur du bench synthétique, donc là sur Cinebench R20, on est quand même sur des températures qui sont un peu plus basses, pas des centaines de degrés, hein, clairement pas. On est vraiment du coup un peu plus bas que le Thermalright, mais c'est pas non plus en fait énorme, c'est pas ultra significatif. On est à 62,5 degrés comparé en fait à 65 degrés sur le 12400F, sur le 12100 c'est 57 face à 59 pour le Thermalright, donc 57 pour la K400, et après du coup sur un 1700X, donc sur AMD, on est à 66 degrés face à 68, et sur le 3600 68 face à 71, enfin 68,5 exactement. Clairement, en termes de température, voilà, c'est pas fou non plus sur des utilisations en fait extrêmes. On n'a pas une énorme différence. On a quand même à le rappeler que le AK400 est lui en termes de tarification aux alentours des 50-60 euros. Le Thermalright est à 23 euros. Voilà, donc on est quand même sur des performances qui sont pas non plus si énormes que ça en termes de différence. Après, on est aussi sur un Ventirad totalement basique pour le Thermalright comparé en fait là à un Ventirad qui a un peu plus de qualité physique, mais surtout la partie en fait écran etc. Donc c'est aussi pour ça que Deepcool le met plus en avant, et c'est vrai qu'en termes de performance il n'y a pas non plus énormément en fait de différence sur du bench synthétique en tout cas. Maintenant on va passer à la partie en jeu, et pour la partie en jeu on commence tout simplement sur la partie donc Intel. Pour Cyberpunk, comme vous pouvez le voir, donc là je l'ai pas comparé au Thermalright, je vous ai donné les températures brutes cette fois-ci, donc du AK400 sur les deux processeurs Intel, donc sur le i3 et sur le i5. Comme vous pouvez le voir en fait en termes de température, quand on prend sur Cyberpunk, 68 degrés, 59 degrés
degrés pour le i3, 68 pour le i5. Sur The Witcher 3, donc on est à 63 degrés sur un i5, 58 degrés sur le i3, 67 degrés sur Assassin's Creed Valhalla pour 60 degrés sur le i3 à ce moment-là, PUBG 61 et 54 et Shadow of Tomb Raider 62 face à 57 degrés. Clairement, en termes de température au niveau du gaming, c'est quand même assez sympathique. En termes de température face au Thermalright, on va être équivalent sur certains jeux, voire inférieur, mais de 2-3 degrés. Donc pas excessivement du coup de différence en termes de température sur les deux, mais clairement en termes de température gaming, ça reste des températures qui sont toujours conformes et qu'il n'y a pas de souci en fait dessus. Et ce sont des températures qui sont plus que convenables pour tout l'aspect gaming de façon générale. Maintenant, on va passer à l'aspect donc AMD à cette fois-ci, où là donc testé avec donc toujours le 1700X et le 3600. Physiquement sur Cyberpunk, vous êtes à 58 degrés sur le Ryzen 7, 57 degrés sur le 3600. Sur The Witcher, bizarrement comme du coup en fait au Thermalright, on est exactement presque aux mêmes températures, on est à 58 degrés sur les deux. Clairement, j'ai eu une petite différence, j'ai quand même essayé de faire des passes, je l'ai fait 3 fois pour vérifier quand même qu'on était à chaque fois aux mêmes températures. En effet, des fois je suis à 57,8, 57,9 à ce moment-là. Après je passe à 58, puis après je l'ai remis en fait et je l'ai refait, j'étais au final à 58,2. Donc autant vous dire que finalement sur les 4 passes totales que j'ai faites, du coup je les ai tout simplement en fait mis en moyenne et on est à 58 degrés à la sortie. Mais clairement ça reste en fait la même chose. The Witcher reste quand même très stable en fait en termes de demande de ressources sur une demi-heure de jeu, je tiens quand même à le rappeler. Assassin's Creed Valhalla, on est à 56,5 face à 58 degrés cette fois-ci sur le 3600. Sur PUBG, on est à 52 et 54 et sur Shadow of Tomb Raider 58,4 et 58. Clairement, ça reste des températures qui sont quand même bonnes. Franchement, il n'y a pas en fait à dire. On reste quand même sur des températures qui sont agréables. Il n'y a pas réellement en fait de soucis dessus. Pour moi, ça reste finalement des bons résultats. Clairement, en fait, on n'est pas sur des résultats qui sont mauvais en termes de température. Donc, ça reste tout à fait viable pour des processeurs, comme je l'ai dit et comme j'aime le dire, de milieu et entrée de gamme d'un point de vue performance. Donc, i3 et en fait sur des Ryzen 5, sur des i5 aussi, sur des Ryzen 7 par exemple ou Ryzen 5 un peu plus gros en fait d'ancienne génération, ça fera le taf aussi sans aucun problème. Voilà. Et voilà, donc là je pense que vous avez pu le voir avec les résultats. Pour vous il s'est passé que quelques minutes, pour moi il s'est passé quand même plusieurs jours, voire même en fait plusieurs semaines, on est en fait un peu plus de 2 semaines. Clairement, pour en venir en fait à la partie conclusion, résultats, points positifs, points négatifs en fait de ce Ventirad, on va commencer par les points positifs. Les points positifs à l'heure actuelle, ça va être le design, ça va être le look en fait dessus, parce que clairement c'est original. Un Ventirad c'est en fait l'un des premiers, je ne pense pas en fait en connaître d'autres avec des écrans en fait comme ça. Et c'est vrai que même si ça reste très simple, même si c'est très peu en fait customisable en fait au final, et qu'on n'est pas sur un réel écran, sur un affichage en fait adaptatif, on est vraiment uniquement en fait sur un affichage de données brutes avec un petit en fait LCD. Clairement ça reste quand même joli, on a quand même en fait un bel effet, c'est ok. Point positif, on reste sur quand même un produit qui reste de qualité et qui est adapté pour les petits processeurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un i3, un i5, un Ryzen 5, ça fera le taf sans aucun problème. On reste quand même sur un Ventirad qui est performant, où les performances sont équivalentes, comme vous avez pu le voir en fait en termes de gaming au en fait Thermalright, et qu'il est supérieur en fait dès qu'on est en fait à ce moment-là sur en fait des benches synthétiques, où là ça va être ok. En vrai malheureusement ça va être un petit peu tout de ce que je vais pouvoir lui sortir en fait en points positifs, parce que les points négatifs sont, j'allais dire, pour moi qui suis tatillon finalement un peu nombreux. Le premier, et là je vais le regarder d'un point de vue matériel et d'un point de vue technique, c'est la partie câblage. Le fait d'avoir un USB en interne, c'est très bien, ça en fait j'ai aucun problème en fait avec ça. Par contre, mettez-le quand même en fait un poil plus long. Franchement, un 5 à 6 cm plus long, ça permettrait de s'adapter sur n'importe quel boîtier. J'ai essayé de voir sur des comparaisons avec des boîtiers ATX, avec quand même du coup des cartes mères, j'allais dire vraiment classiques, mais sur des boîtiers en fait un petit peu du coup gros si on peut dire ça, notamment par exemple un 5000D, un 4000D, vous voyez en fait dessus, finalement on arrive vraiment tendu. On peut pas faire un cable management propre, c'est-à-dire le faire passer avec tous les autres câbles proprement pour pouvoir le rattacher. À l'arrière, on le fait passer par-dessus, le fil qui est totalement tendu, et on vient le placer dedans. Donc c'est vrai que pour moi je trouve ça dommage. Voilà, c'est juste en fait cette partie-là où là malheureusement j'ai trouvé ça dommage, et ce serait plutôt une piste d'amélioration vis-à-vis d'Deepcool à juste un peu augmenter en fait la taille de ce câble-là. Point négatif que l'on va avoir, mais ça c'est un point négatif qui va être récurrent à tous les Ventirad de milieu et d'entrée de gamme, tout simplement la partie performance. Ça ne peut pas passer sur un i9, je l'ai testé sur un 5800X, pareil en fait j'ai failli plus prendre feu. Clairement voilà, c'est pas fait pour en fait dessus, on est quand même sur un produit
produit qui est fait pour des processeurs de milieu et entrée de gamme d'un point de vue performance. Donc après ça, on peut s'y attendre. Point négatif que l'on va avoir finalement, et quand on voit avec les résultats, c'est aussi son rapport performance-prix, parce qu'à l'heure actuelle, comme je vous l'ai présenté sur la chaîne, vous aviez du coup le Frozen Note, qui lui, certes, c'est un water cooling, bah finalement, on va quand même être d'un point de vue tarification aux alentours en fait du Frozen Note pour en fait des performances qui sont beaucoup plus basses, pour des performances qui les valent pas trop. Alors c'est vrai que même si on a le design qui peut rattraper, clairement, bah, face à un water cooling en entrée de gamme sur en fait j'allais dire des ovnis en fait à 60 € qu'on peut avoir avec le Frozen Note ou autre, bah malheureusement c'est sûr que du coup il va pas faire le poids. Après c'est logique, mais aucun ventirad ne fait le poids en fait face à ça. Mais par contre la différence de prix entre le Thermalright qui lui est à 22 € et celui-ci qui est à en fait entre 50 et 60 €, bah c'est vrai que ça fait quand même mal pour se retrouver avec presque les mêmes performances en fait en gaming et avoir un peu plus finalement en fait de performance sur du bench statique. Donc c'est à dire un peu plus de performance sur sur un usage qui ne ressemble presque pas en fait aux usages de tous les jours de 90% des personnes qui seront possiblement intéressées par ce produit-là. C'est vrai que malheureusement, je trouve que son prix est un poil trop élevé pour justement en fait la partie performance que l'on va avoir, en tout cas en fait sur cette partie-là. Après l'aspect design en termes de notes, franchement, pour moi en fait dessus, c'est ce qui va relever en fait la qualité de ce produit-là, même si c'est que du design et qu'on s'en fiche de la partie performance à ce moment-là. Clairement, bah oui, c'est ce qui en fait en fait un bon produit en fait dessus, qui en fait un bon produit visuel et qui reste en fait quelque chose, j'allais dire, d'impactant en fait. Après, d'un point de vue vraiment global dessus, est-ce que je peux vous le conseiller? Oui, je vais pouvoir vous le conseiller, mais comme je l'ai dit, sur des petits processeurs, si vous avez en fait la possibilité d'avoir un budget peut-être un peu plus grand, et ben à ce moment-là, on peut partir plutôt sur un water cooling parce qu'en termes de performance, ça en viendra du coup et ça sera quand même mieux. D'un point de vue longévité sur le produit, après ça, en fait, de toute façon, je vous le présenterai dans une vidéo. En termes de longévité, bah, bien évidemment qu'un ventirad sera en fait un peu plus durable dans le temps en fait qu'un water cooling, dans le cas où sa pompe lâche en fait pour le water cooling mais pas pour le reste. Donc ça c'est un autre débat, mais en tout cas c'est sûr que d'un point de vue longévité, voilà, on est un petit peu mieux. Après c'est pas non plus, je pense, en fait quelque chose qu'on va garder en fait pendant en fait 15 à 20 ans sur sa machine. Voilà, ça sera pas quelque chose en fait d'ultra adapté. En termes de tarification, bah pour moi il est mal placé. Si vous l'avez en fait en promotion, si vous le voyez en fait moins cher, et ben n'hésitez pas en fait à ce moment-là, parce que oui, pourquoi pas, ça pourrait se faire. Si vous le trouvez en fait à 40-45 €, voilà. Sachez une chose, c'est que la partie digitale, c'est simplement un cache qui a été remis en fait avec donc la partie de l'écran, mais sinon physiquement c'est la même chose sur le AK400, donc le Zero Dark en fait dessus, c'est exactement le même modèle, c'est la même chose. Donc en termes de température, vous allez avoir la même chose et qui lui est vendu aux alentours des 40 à 50 €. Donc après voilà, franchement c'est à voir en fonction en fait de vous. Moi personnellement, je suis pas déçu du produit, mais je suis pas non plus en fait ultra agréablement surpris. C'est pas pour moi en fait le best produit, c'est pas pour moi en fait le meilleur ventirad en fait de cette gamme là. Je pense qu'on en a quand même au-dessus et qu'on va avoir beaucoup de ventirad qui seront possiblement au même prix ou moins cher, qui vont avoir quand même plus de performance, même si lui la seule chose qui te sauve finalement c'est la décoration. Donc si vous y prêtez attention, pourquoi pas, mais sinon non. Donc voilà, pour moi c'est un peu j'allais dire mitigé. Ça reste un bon produit mais sans plus. Après ça reste un bon travail en fait dessus, la qualité est ok, Deepcool a fait un beau boulot en fait dessus. À voir du coup sur les plus gros modèles, est-ce que en fait ça va avoir changé, est-ce que les plus gros modèles en fait ont plus de performance en fait chez Deepcool? Ça on le verra peut-être possiblement dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé vis-à-vis du test et de la présentation en fait et du Deepcool AK400 digital. Dites-moi si en fait ça vous chauffe en fait à ce moment-là d'avoir des tests par exemple de ces grands frères qui sont un peu plus gros, et notamment aussi est-ce que vous trouvez de l'intérêt à avoir un écran, que ça soit sur en fait vos water cooling, que ça soit en fait sur vos ventirad, ou imaginons peut-être un écran qu'on pourrait mettre sur des rames. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à me donner votre avis directement en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire avec le pouce bleu, c'est ce qui me permet à moi d'avoir en fait de l'encouragement, c'est ma récompense. À vous abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui vous permet d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis sur ce, moi je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo sur la chaîne. C'était MT, salut!